Alors, l'exercice 2 de la feuille de TD vous demande de lire dans des tables thermodynamiques. Alors ça, c'est relativement courant en thermodynamique, puisque soit vous faites un modèle idéal de votre situation et puis vous avez des formules que vous pouvez essayer d'utiliser pour inférer les valeurs qui vous intéressent, soit vous décidez de faire quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité, et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut que vous ayez des mesures de valeurs effectives. Et plus vous avez une mesure, mieux c'est. C'est pour ça que des gens sont amusés à faire des tas de mesures et ensuite stocker ces mesures dans des tables. Alors, comment lire ces tables déjà? Vous avez ici une table pour la Saturated Water à Temperature Table. Ça veut dire que vous avez des valeurs de température qui sont bien gentiment espacées les unes des autres. Et pour chaque valeur de température, on mesure toutes les propriétés de l'eau saturée. Alors, l'eau saturée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir un mélange liquide-vapeur là-dedans. On vous donne la pression du mélange. Vous vous souvenez, sur l'isotherme d'Andrews, c'est l'endroit où la pression est constante et c'est du coup la pression de vapeur saturante à cette température. Les volumes massiques, alors il note VF pour fluide, volume massique du fluide, et VG pour volume massique du gaz. Donc ça, c'est le volume massique du liquide et ça, c'est le volume massique du gaz. Ensuite, vous avez l'énergie interne massique, donc c'est un petit U. De la même manière, celle du liquide puis celle du gaz. Vous avez l'enthalpie massique, ça en sera introduit dans le chapitre T3. Donc l'enthalpie massique du fluide, l'enthalpie massique du gaz, et puis comme il est très utile d'avoir la différence d'enthalpie entre le fluide et le gaz, ils ont rajouté une colonne dans laquelle tout simplement ils ont fait la différence de celle-là avec celle-ci, et ça vous donne le résultat au niveau de l'enthalpie massique, de la différence d'enthalpie massique entre les deux états à cette température-là. Alors, on aurait pu ne faire qu'une seule colonne, mais c'était tellement utile que autant le lire directement là et pas faire plusieurs calculs alors qu'on pourrait ne faire qu'une seule lecture. Et puis vous avez aussi l'entropie, ça sera pour le second principe, donc ça interviendra un petit peu plus tard, mais pareil, on a l'entropie massique du système, et pour le fluide, pour le gaz, il y a la différence d'entropie massique entre les deux. Alors, la première question, on vous demande de déterminer la pression de vapeur saturante à une température de 160 degrés Celsius. Donc, on regarde dans les températures 10, 30, 80, 150. Ah, c'est dommage, il en manque. Donc, on passe à la page suivante et on arrive à 160 degrés Celsius. 160 degrés Celsius, ça fait 0,6178. Donc, pour une température de 160 degrés Celsius, on a une pression de vapeur saturante qui vaut 0,6178 mégapascal. Alors, le mégapascal, c'est pas ce qu'on utilise le plus souvent, c'est plutôt le bar, donc 6,178 bar, puisque un bar, c'est 10 puissance 5 pascal et pas 10 puissance 6. Ensuite, on vous demande le volume massique du liquide saturant et de la vapeur saturante à cette même température. C'est simple. Pour le volume massique du liquide, vous lisez que c'est du 1,102 10-3 m3 par kilo, qui est relativement proche du 1 litre par kilogramme qu'on connaît pour les liquides. Vous voyez que du fait de la température plus élevée, votre liquide prend légèrement plus de place. Et vous avez le volume massique de la vapeur qui est de 0,371 m3 par kilogramme. Vous voyez que le liquide prend 300 fois moins de place que la vapeur à la même température pour la même masse, et donc en règle générale, quand vous avez un mélange liquide-vapeur, l'essentiel du volume est occupé par la vapeur, sauf s'il n'y a qu'un pourcentage très faible de l'ordre de 0,3% de vapeur. Là, à ce moment-là, il y aurait égalité entre les volumes occupés par la vapeur et occupés par le liquide pour l'eau. Dans ce cas-là, ok. Donc, indiquer en la justifiant. Donc, quelle est la ligne? Si l'eau, dans chacun des cas suivants, est à l'état liquide comprimé, vapeur surchauffée ou un équilibre liquide-vapeur, donc de l'eau saturée. Alors, liquide comprimé, c'est en fait que vous avez juste du liquide et pas de vapeur. Et la vapeur surchauffée, c'est de la vapeur, mais qui a une température plus élevée que ce qu'elle peut être pour pouvoir avoir un équilibre liquide-vapeur. Donc, on a juste de la vapeur. Alors, 60 degrés Celsius. 60 degrés Celsius, on repasse sur la ligne d'avant. À 60 degrés Celsius, pour qu'il y ait un équilibre liquide-vapeur, il nous faudrait une pression de 0,2 bar.
à peu près, 0,199. Et là, vous êtes à 0,15. Donc, si on est à 60 degrés Celsius, 0,15 bar, le 0,15 bar, il est inférieur à la pression de vapeur saturante de 60 degrés Celsius. Et donc, vous êtes uniquement sous forme de vapeur. Souvenez-vous, quand vous avez votre diagramme comme ça, avec votre isotherme, à une température donnée, si vous êtes en dessous de la pression de vapeur saturante, vous êtes à l'état de vapeur automatiquement. Si vous êtes au-dessus, vous êtes à l'état liquide. Ça suffit pour déterminer ces informations. Pour le petit b, justement, on vous dit 250 degrés Celsius et 50 bars, c'est-à-dire 5 mégapascales. Alors, regardons 250 degrés Celsius, on est ici. 250 degrés Celsius, on a une pression de vapeur saturante qui est de 40 bars, donc 39, donc c'est supérieur à PSAT qui vaut 39,7 bars en lecture directe sur la table. Si on a une pression de 4 bars et une température de 100 degrés Celsius. C'est même pas la peine de s'amuser à regarder dans la table. Vous savez qu'à 100 degrés Celsius, la pression de vapeur saturante, c'est justement 1 bar, puisque l'eau bout à température à 100 degrés Celsius sous pression atmosphérique de 1 bar. Donc on a une pression qui est supérieure à la pression de vapeur saturante, donc on a un liquide. Là aussi, comme on était supérieur, on était uniquement sous forme liquide. Petit d, 200 degrés Celsius et un volume massique de 0,05 m3 par kilo. Alors là, il va falloir réfléchir un tout petit peu. 200 degrés Celsius, c'est ici, on a un volume massique du gaz qui est de 0,1 m3 par kilo. Donc ici, on est à 0,1 m3 par kilo. Le volume massique étant compris entre le 0,1 m3 par kilo et le 1,10-3 qui se retrouve ici, on est quelque part là-dedans. Donc là, on a un équilibre automatiquement parce que le volume massique, si on veut être du côté du gaz, il nous faut un volume massique supérieur au volume massique du gaz à saturation, automatiquement. Pour le petit e, on vous dit qu'on a une température de 300 degrés Celsius et un volume massique de 0,03 m3 par kilo. Alors là, vraisemblablement, si là on était en équilibre, là on sera aussi en équilibre. Pourquoi? Parce que à température plus élevée, donc à 300 degrés Celsius, ah non, c'est pas tout à fait ça. Vous avez que le volume massique, en fait, il diminue pour être à l'équilibre. Donc moi, j'ai raisonné en me disant, bah, je prends un truc en particulier, une quantité de matière à pression constante, et puis j'augmente la température, alors que là, c'est pas le cas. Donc je ne pouvais pas raisonner comme ça. Vous avez ce volume massique qui est supérieur au volume massique du gaz à cette température-là. Donc vous êtes à l'état de vapeur surchauffée. Vous prenez plus de place que ce qui est disponible pour cette température, pour ce changement d'état. Et dernier, le petit f, on vous dit qu'on est à 100 bars et un volume massique de 0,0013 m3 par kilo. Alors là, ça va nous permettre de regarder une page suivante, puisque là, on vous le donne en barres. Alors 100 bars, ça fait 10 mégapascales. À 10 mégapascales, on a un volume massique du gaz qui est de 0,018, donc qui se trouve ici, donc on est en dessous de cette valeur-là, je reviens ici, et le volume massique du liquide, il est de 0,0014, donc là à 0,0013, on est en dessous, donc c'est inférieur au volume massique du liquide, ça veut dire que je suis entièrement sous forme de liquide, votre liquide il est trop comprimé, il est trop contenu dans un volume trop petit pour pouvoir laisser de la place, pour pouvoir être sous forme de vapeur. Donc ça, c'est comment trouver sur chaque ligne l'information qui vous intéresse. Pour calculer le volume massique d'une masse d'eau ayant un titre en vapeur de 70% à 200 degrés Celsius. Donc on est à 200 degrés Celsius
et on veut 70% de vapeur. Et ce qui nous intéresse, c'est le volume massique. Bon, là on va utiliser le théorème des moments. Le volume massique, c'est le pourcentage, le taux en vapeur, donc ça c'est ce X, multiplié par le volume massique de la vapeur à cette température, fois 1 moins X, fois le volume massique du liquide à cette température. Il ne reste plus qu'à chercher les valeurs correspondantes. Donc on revient dans les températures. Vous avez le 200 ici. Lui, il vaut... alors 200, là. Donc lui, il vaut 0,001156 m3 par kilo. Lui, il vaut 0,1274 m3 par kilo. Vous voyez comme lui est 100 fois plus élevé que celui-ci, bah, si j'ai 70%, j'aurai globalement 70% de cette valeur. 70% de 0,12, ça fait 7 fois 12, donc 70 plus 14, 84. Donc je vais trouver à la louche normalement du 0,84 m3 par kilo. Voyons voir si mon intuition est à peu près correcte. Donc si je fais le calcul demandé, j'ai du 0,1274 fois 0,7. Alors déjà on va vérifier si mon calcul de base était à peu près bon. Ouais, c'est même 0,89 parce que ça fait du 12,7. J'aurais mieux fait de l'arrondir à 13 effectivement. Et je rajoute 30%, donc 30% de 0,001156. Voilà, et puis on a du coup du 0,09 m3 par kilo en faisant effectivement l'application numérique. Donc ça, de nouveau, théorème des moments qui correspond à une interpolation linéaire relativement intuitive des deux qui me permet d'obtenir le volume massique à cette température. Dernière chose, calculer les masses et les volumes d'eau liquide et de vapeur d'eau en équilibre, contenu dans un récipient de 0,4 m3, sachant que la masse totale d'eau est 2 kg et la pression est de 6 bars. Donc si j'ai une pression de 6 bars, donc de 0,6 mégapascal, je vais tout de suite me mettre dans les unités que j'ai à disposition. Je sais que la masse totale c'est 2 kg, le volume c'est 0,4 m3. Donc ça veut dire que le volume massique de mon mélange, c'est 0,4 divisé par 2, donc c'est du 0,2 m3 par kilogramme. Si je regarde à la pression de 0,6 mégapascal, hop, on va le mettre dans le bon sens, donc 0,6 mégapascal, voyons voir, c'est les pages suivantes, voilà, elle est là, à 0,6 mégapascal, j'ai du volume de liquide qui vaut 0,0, donc 0,6 il est là, 0,1101 et le volume massique du gaz c'est 0,3157. Bon, on veut savoir les masses et les volumes d'eau liquide et de vapeur d'eau. Alors les volumes, il suffira de multiplier la masse par le volume massique une fois que je l'aurai trouvé, hein, c'est en mètres cubes par kilo, pas oublier les unités, sinon il n'y a pas de point. Et si j'ai ça, je peux trouver le X correspondant, il suffit de l'isoler de cette formule-là, et ce X va s'écrire à chaque fois, V moins V liquide sur V gaz moins V liquide, il vaut 100% si V est égal à VG, 0 si V est égal à VL. Toujours faire la petite vérification, comme ça vous êtes tranquille. Et la fraction, là je sors ma petite calculatrice de nouveau. Donc on a 0,2 moins, alors quelque chose de totalement... On va s'arrêter ici, c'est pas la peine de prendre le 0,1 qui se balade. Et là, j'ai 0,3157 moins 0,0011. Hop là. Et ça me fait du 63,2%, donc 0,063,2. Si je multiplie ça par la masse, j'ai la quantité de gaz. Ça me fait donc 1,264 kg
de vapeur. Et le correspondant, si je fais 1 moins ce truc-là, hop, multiplié par 2, j'ai la quantité qui reste, donc à peu près du 0,736 kg d'eau, de liquide. Et si je veux les volumes, il suffit de multiplier ça par le volume massique de l'eau, donc 0,00101. Hop, là j'en ai mis un peu trop. 11,01. Donc ça me fait du 0,8 litres. Donc le volume de liquide, c'est 0,8 litres. Donc presque rien, et le gaz du coup il occupe la totalité des 0,4 mètres cubes, ce qu'on peut retrouver en recalculant ça. Donc ça on n'en a pas besoin, ça non plus, hop. Voilà, on remet un plus, on multiplie ça par 2, on multiplie ça par le 0,3157 et normalement j'obtiens, voilà, très très proche de mes 0,4 mètres cubes pour le volume de gaz. Le gaz occupe quasiment toute la place et le liquide est dans un petit coin et n'occupe presque rien. Voilà. Donc là, c'était comment utiliser les tables thermodynamiques pour pouvoir obtenir certaines informations intéressantes sur notre système.